Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai un nouveau thème pour vous ce soir. Pour ceux qui ont échappé à une tentative d'enlèvement, comment vous avez fait? Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me laisser un like. Et si vous ne voulez pas rater mes histoires, vous pouvez vous abonner. Et c'est parti. Un type dans une boîte de nuit a insisté pour que je l'accompagne à un after chez lui. Mais j'ai poliment refusé. Je n'en ai pas pensé grand chose sur le moment, mais lui et ses amis sont devenus de plus en plus agressifs, en arrivant presque à l'agression physique. Je décide de partir. En rentrant chez moi, je me suis rendu compte qu'il me suivait en voiture. Je me suis précipité sur la droite, au milieu d'un complexe d'appartements bondés, et j'ai commencé à crier comme une folle. Personne n'a répondu ou n'a passé la tête dehors. Si ça se trouve, personne ne m'a même entendu. Néanmoins, mon instinct de survie m'a dit de faire profil bas et de me taire. Je me suis donc caché dans un buisson jusqu'à ce que mon cœur commence à se calmer. Puis, j'ai sauté par-dessus la clôture d'une maison, ce qui est très risqué en soi, et j'ai traversé un champ complètement vide. J'ai évité les routes principales et je suis retourné chez moi par des routes secondaires. Heureusement, je connaissais bien le quartier. Ça s'est passé dans les années 90, en Asie du Sud-Est. Je n'avais pas encore l'âge d'aller à l'école et ma grand-mère s'occupait de moi pendant que mes parents étaient au travail. Ma grand-mère tenait une petite épicerie. Un jour, deux hommes se sont approchés d'elle. L'un avait une trentaine d'années et l'autre était un vieil homme de petite taille et aux cheveux blancs. Il portait des paniers traditionnels, tressés à la main. Ils ont demandé à ma grand-mère si, moi, j'étais à vendre. Elle leur a dit de déguerpir. Mais pendant qu'elle était distraite, ils m'ont attrapé et ils m'ont emporté. J'ai donné des coups de pied et j'ai crié jusqu'à ce qu'ils m'assomment. L'un de nos voisins m'a vu et il a alerté ma grand-mère. Elle est descendue dans la rue principale en bicyclette pour me chercher. Elle s'est disputée avec eux et elle les a menacés pour qu'ils me laissent partir. Sans ma grand-mère et son entêtement, je ne serais pas là. Malheureusement, elle est morte en 2016. Ma mère était toujours paranoïaque à l'idée que quelqu'un puisse nous kidnapper. Nous avions l'habitude de jouer dehors pendant qu'elle travaillait à la maison. Nous avions 10, 8 et 6 ans à l'époque. Ma mère payait la fille adolescente de notre voisin pour qu'elle s'assoie dans le jardin et nous surveille. La plupart du temps, elle nous ignorait et passait son temps à lire un magazine avec ses écouteurs. Mais elle était gentille avec nous. Je me souviens avoir pensé que c'était stupide et que ma mère était là de toute façon. Pourquoi moi, une grande de 10 ans, avais-je besoin d'être gardé? Un jour, nous étions dans notre cabane de jardin à faire les cons avec notre babysitter. On débranchait ses écouteurs pendant qu'elle essayait de faire la sieste, des trucs du genre. Un homme et une femme sont entrés dans le jardin par la porte du côté. Ils ont commencé à parler à ma plus jeune sœur en essayant de la faire descendre. La babysitter a crié à l'aide, mais personne n'est venu. Elle a fini par jeter l'échelle de la cabane par-dessus notre clôture arrière, dans son propre jardin, et nous a fait descendre avec son chien, qui n'arrêtait pas d'aboyer devant la clôture. On s'est retrouvés enfermés chez elle, et elle a appelé la police. Ma mère n'avait rien entendu de l'intérieur de la maison, et elle ne veut pas en parler, même maintenant que nous sommes tous adultes. Je ne me suis jamais plaint de ma babysitter par la suite. Ma femme m'a raconté que lorsqu'elle était adolescente, elle est montée dans un taxi, et le chauffeur l'a enlevée. Il ne l'a pas emmenée à sa destination, mais dans une chambre d'hôtel. Elle était vraiment effrayée, mais elle a commencé à jouer le jeu et à faire semblant d'être intéressée. À un moment, il s'est allongé sur le lit, et elle a dit quelque chose du genre « Oh, j'ai faim, on peut commander une pizza d'abord ?» Et le chauffeur de taxi a dit d'accord. Elle a donc pris le téléphone, et pendant qu'elle composait le numéro, il ne faisait pas attention, et elle a débranché le câble. Puis elle a dit « Je crois que le téléphone est en panne, je vais aller le dire à la réception et je commanderai la pizza pendant que j'y suis. » Il a dit « D'accord, bien sûr. » Elle est allée à la réception et elle leur a raconté ce qui se passait. Ils ont appelé les flics. Les flics sont venus et ils l'ont emmené. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je rentrais chez moi à vélo. J'étais seul et je traversais un parking de lycée déserté pendant l'été. Un homme qui conduisait un break s'est arrêté et m'a proposé de me ramener chez moi. Je n'ai pas cessé de pédaler et j'ai simplement dit non, ça va. Il a insisté plusieurs fois en disant qu'il pouvait mettre mon vélo dans sa voiture. J'ai continué à dire non, il a abandonné, il est parti. Je ne sais toujours pas s'il s'agissait d'un homme sincère et serviable ou d'un kidnappeur potentiel.
C'était à la fin des années 70 et à l'époque, les gens avaient encore l'habitude de faire de l'autostopping. J'avais 12 ans et un type se dirigeait vers moi après l'école. Il m'a dit « Hé petit, tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Ta maman m'a dit de te ramener à la maison. » Dans ma tête, j'ai pensé « Espèce d'idiot, c'est la plus vieille arnaque du monde. » Mes parents m'ont dit que si cela arrivait, je devais courir vers l'adulte le plus proche et crier « Maman, maman !» ou « Papa, papa !» Et c'est ce que j'ai fait. Un professeur se dirigeait vers l'école et j'ai dit « Oh, t'es là, papa !» Le type qui me suivait s'est tiré de là. J'ai expliqué au professeur pourquoi j'avais fait ça, et malheureusement, on n'a pas pris son numéro d'immatriculation. J'ai été drogué dans un bar d'une petite ville. Je suis allé voir le barman et je lui ai demandé quelle boisson elle m'avait donnée. Elle m'a simplement répondu ce que vous avez commandé. Je lui ai dit que je demandais parce que je me sentais pas bien du tout, et que j'avais l'impression que le monde tournait autour de moi. Elle m'a dit qu'elle n'avait vu personne près de ma table. Ok, cool, peu importe. La situation s'aggrave, et je me sens pas bien du tout. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, mais un homme m'a emmené dehors, et on est monté dans sa voiture. Je me souviens avoir entendu « bracelet », puis d'avoir vu des menottes s'accrocher à mes poignets. Ma première réaction était de crier, de donner des coups de pied, de faire n'importe quoi. J'avais déjà envie de vomir, alors dans ma panique, j'ai crié, et je me suis tordu dans tous les sens. Je me suis arrêté une seconde, et j'ai entendu « Arrête, salope !» Puis j'ai vomi, sur la banquette arrière, sur moi-même, et je me suis jeté en avant pour couvrir le type aussi. À ce moment-là, je ne contrôlais plus rien. À ce moment-là, je ne contrôlais vraiment plus rien. Entre vomir, crier aussi fort que possible et vomir davantage, je me disais simplement, j'ai plus rien à perdre. Le type n'a jamais quitté le parking à cause de l'agitation que j'avais provoquée. Je me souviens d'avoir entendu des gens frapper aux fenêtres et d'avoir entendu le type paniquer. Alors j'ai commencé à crier « À l'aide !» du mieux que je pouvais. Le type a été arrêté et inculpé de tentative d'enlèvement et de m'avoir drogué avec de la méthamphétamine qu'ils ont trouvé sur lui. Béni soit ce type, Mike, qui m'a porté alors que j'étais couverte de vomi jusqu'à la salle de sport à côté du bar, et ils m'ont laissé me doucher et me changer. Lorsque j'étais tout petit, mon père nous a emmenés faire du camping sur la rivière, ma sœur et moi. On est arrivé dans la petite ville rurale au bout de la rivière. Un ami de mon père y avait déposé sa voiture et son petit bateau de pêche. Ensuite, on est allé sur place. Ma sœur était assez âgée pour aider papa à charger le bateau. Elle était chargée de tenir la corde pour qu'il ne s'éloigne pas et d'autres tâches du genre. Quant à moi, j'étais tout petit pour faire grand chose. Alors j'ai commencé à m'aventurer aux alentours pour trouver quoi faire. J'ai trouvé un bourdon mort et comme j'aimais beaucoup les bourdons, j'ai décidé de l'enterrer dans une petite tombe pour lui rendre hommage. J'ai même trouvé un carré de fleurs dans les bois. Je suis accroupi, complètement absorbé par la petite croix que j'essayais de fabriquer avec 2 brindilles et un peu d'herbe, quand soudain, j'entends la voix grave et puissante de mon père. Il a crié « Hey !» Il était à une bonne dizaine de mètres de moi, mais le bruit était si fort que je l'ai senti dans ma poitrine. Il est déjà à mi-chemin de moi et il est en train de courir. Son visage est effrayant. Il a l'air furieux et il regarde par-dessus mon épaule au lieu de me regarder. Je cours vers lui sans savoir ce qui se passe, mais j'étais effrayé à l'idée d'avoir des ennuis si je ne le rejoins pas tout de suite. Il me prend dans ses bras et me met dans la voiture avec ma sœur. Apparemment, un homme a essayé de m'enlever. Je n'ai jamais su qu'il était là. Papa l'a aperçu au moment où il s'est lancé vers moi et il l'a fait fuir. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas été aussi attentif. Surveillez vos enfants. Le pire ne prend qu'une seconde pour arriver. Lorsque j'avais 8 ans, on venait d'emménager dans une nouvelle maison qui se trouvait juste en face de ma nouvelle école. C'était l'été, et donc les cours n'avaient pas encore commencé. Et il m'arrivait de me rendre à cette école et de jouer seul devant la porte d'entrée pendant un moment. Une fois, alors que je rentrais chez moi, j'ai été abordé et entouré par un groupe de garçons d'une dizaine d'années. Ils m'ont dit de venir jouer chez eux. J'ai secoué la tête et j'ai essayé de courir vers la maison, mais ils m'ont bloqué. L'un d'entre eux me sort un billet de 20 $ et il me dit que je pourrais l'avoir une fois arrivé chez eux. Je réfléchis un instant et je refuse à nouveau, mais on m'empêche encore de partir. Mon cœur s'emballe et je continue à regarder ma maison avec envie. Le garçon me tend l'argent et me dit de le prendre et qu'il me donnera 20 $ de plus une fois à la maison. Apparemment, ils sont dans un portefeuille et il les a juste oubliés. Le gars le plus âgé intervient
et il me dit que je pourrais acheter beaucoup de bonbons avec cet argent. J'hésite, je commence à tendre la main pour prendre l'argent. Mais à ce moment, je vois que j'ai la possibilité de courir entre deux garçons et de m'échapper. Ils ont crié et ils ont essayé de m'attraper, mais j'ai réussi à rentrer chez moi. Je voyais certains d'entre eux des fois, mais je restais toujours loin d'eux et ils semblaient m'avoir oublié. J'ai appris plus tard que la maison où ils essayaient de m'emmener appartenait à une mère toxicomane qui était rarement à la maison et dont les enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas une histoire d'enlèvement, bien au contraire. Une fois, je suis tombé de mon vélo sur le chemin de l'école. Un homme plutôt âgé, qui conduisait une petite camionnette blanche, s'est arrêté et il a mis mon vélo dans sa voiture. Il m'a demandé où j'habitais et il m'a ramené chez moi. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé que j'avais vraiment de la chance de vivre dans un quartier sûr, où je n'avais même pas peur de monter dans la voiture d'un inconnu et de lui dire où j'habitais. À l'âge de 17 ans, ma mère européenne, qui est très riche et complètement folle, m'a forcé à signer un contrat avec une association en Afrique du Sud. Mes parents étaient prêts à payer des sommes folles pour que je travaille pour cette association, pour la protection de l'environnement. Je ne voulais pas y aller, mais ma mère était convaincue que ce serait bien pour moi. Elle avait échangé des emails avec cette femme en Afrique du Sud pendant des semaines, voire des mois. Elle a fait ça derrière mon dos. Elle était convaincue que cette femme avait des enfants aussi. Lorsque j'arrive en Afrique du Sud, il s'avère qu'il s'agit d'une escroquerie. Il n'y a jamais eu d'association. Et plus je passe de temps sur place, plus la situation devient bizarre. Je vis seul avec un homme dans sa quarantaine, dans une maison de luxe, semi-meublée, au milieu d'un terrain de golf. J'ai appris plus tard que ces escrocs étaient interdits de séjour dans plusieurs pays européens. Ils avaient des faux noms et tout le tralala. La femme et ses deux enfants sont revenus de vacances en Suisse après quelques semaines. Au début, ils se sont montrés très amicaux, mais ensuite, ils ont pris tous mes papiers et tous mes documents. Donc mon passeport, ma carte d'identité et ma carte d'assurance maladie. Ils ont bloqué la procédure d'obtention de mon visa, ce qui m'a valu d'être considéré comme une immigrante illégale. Je voulais rentrer chez moi, mais mes parents ne me laissaient pas. Comme je vous l'ai dit, ma mère est complètement folle. Dans cette situation, il y avait un gars qui était toujours bien envers moi, et qui se faisait aussi arnaquer par ces gens. On va l'appeler Jeff pour le moment. Jeff m'a sauvé. Je n'étais pas conscient de la gravité de la situation. Après tout, j'avais 17 ans, et j'étais très déprimé. Par la suite, beaucoup de choses ont été révélées. Ces gens rencontraient la femme de Jeff et la menaçaient régulièrement. Ils l'effrayaient et ils l'escroquaient à gauche et à droite. Ils se comportaient de manière extrêmement louche. Un jour, Jeff est venu me chercher alors que j'étais seul à la maison. Il m'a dit de préparer rapidement un sac à dos et de monter dans sa voiture. Il m'a conduit chez lui et il m'a accueilli dans sa famille. Et il est revenu plus tard pour prendre mes affaires. J'ai appris par la suite qu'il s'était déchaîné sur ces personnes et qu'il avait arraché une porte lors d'altercations pour récupérer mes documents. Il a dû faire appel à la police au final parce qu'il ne voulait pas rendre mes papiers. Peu de temps après, ils ont tous disparu, avec tous les appareils électroniques et les meubles de cette maison de luxe, qui n'étaient pas la leur. J'ai fini par couper les ponts avec ma famille et j'ai vécu avec Jeff, sa femme et ses enfants, pendant 2 ans. J'allais vivre ma vie avec eux, mais au bout de 2 ans, mon visa manquant m'a valu d'être expulsé. Je n'ai jamais pensé à voir cette histoire comme un enlèvement, jusqu'à ce que je la raconte à quelqu'un, et qu'il me dise « Waouh, en gros, tu as failli être enlevé ». Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé exactement, mais je me souviens encore très bien de la tension qui régnait chez Jeff, lorsqu'il m'a dit de prendre ce que je pouvais, et de monter dans sa voiture. Lorsque j'étais en 5e année, j'ai enfin été autorisé à rentrer de l'école à pied, tout seul. C'était très important pour moi, et ce pour plusieurs raisons. Je ne suis pas très sociable. Après une journée d'école bien remplie, j'ai juste envie de passer un peu de temps sans que personne ne me parle. La bibliothèque se trouvait juste à côté de mon école. J'allais donc souvent de l'école à la bibliothèque, puis je faisais un détour par une boulangerie en rentrant chez moi. En général, je lisais en marchant. Mon père et mon oncle étaient tous les deux très attachés aux règles de sécurité. Nous vivions dans la seule maison à 2 étages du quartier, et on avait une échelle de secours à l'étage. On devait nous entraîner à la descendre au moins une fois par an. Ils m'ont inculqué des tonnes de règles de sécurité qui n'étaient pas très courantes au début des années 80. Ok, revenons-en à l'histoire. Je rentrais de l'école à pied en lisant mon livre. Une voiture s'est arrêtée à côté de moi et le conducteur m'a demandé son chemin. J'ai eu la politesse de lui dire que je ne savais pas, mais il a continué à me suivre. Il m'a alors demandé si je m'appelais Ben, ce qui était mon nom. Puis il m'a dit que mon père s'était blessé au travail et que mon oncle l'avait envoyé pour me chercher et m'emmener à l'hôpital. Cela m'a tout de suite semblé très bizarre. Nous avions mis en place un plan d'urgence.
Aucun de mes parents n'enverrait quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille pour me chercher. Nous avions au moins 200 parents qui auraient été appelés pour venir me chercher, avant qu'une personne que je ne connaissais pas ne soit envoyée. J'étais membre d'une grande famille catholique. Je savais surtout que mon oncle n'aurait pas envoyé ce gars. J'en étais absolument sûr. J'ai donc couru jusqu'à une maison voisine. Je connaissais la famille qui vivait dans cette maison. Le type m'a crié dessus, mais il est parti quand j'ai commencé à frapper à la porte et à crier. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé ma grand-mère pour m'assurer que personne n'était blessé et je n'ai jamais dit un mot de tout ça. Ce que je craignais vraiment, c'était de ne plus pouvoir sortir tout seul. Je me disais aussi que j'avais bien géré la situation. Des années plus tard, lorsque je lui en ai parlé, mon oncle savait exactement qui était ce type. C'était un pédophile. Il a été licencié après que ses collègues aient trouvé des photos incriminantes en sa possession. J'avais 10 ans. Je traînais avec mon père et mon frère sur une piste de course près du lycée local. Mon père faisait des tours de piste et mon petit frère s'entraînait pour son match de foot. Comme je m'ennuyais, j'ai décidé d'aller dans le pavillon qui se trouvait à proximité. Je me suis retrouvé sur une colline, un peu loin de la piste et plus haut. Je pouvais voir mon père et mon frère, mais la distance était considérable. Soudain, un homme est apparu derrière moi. L'apparence de ce type me paraissait vraiment anormale. Il avait la quarantaine, il portait un jogging trop grand et il puait la sueur. Il ne faisait pas de sport et n'avait pas d'enfant, ni personne avec lui. Il m'a posé quelques questions et j'ai acquiescé, parce que je cherchais à m'éloigner de lui. Il m'a demandé quels étaient mes hobbies, si j'habitais à proximité, etc. Je me suis souvenu que ma mère m'avait dit « Les adultes normaux ne cherchent pas à être amis avec des enfants, et ils ne leur demandent pas d'aide. » Il a essayé de mettre la main sur mon épaule et j'ai crié. Au même moment, mon père est apparu et il l'a poursuivi jusqu'à sa voiture. Ça s'est passé quand j'avais 17 ans. Je rentrais en voiture de chez mon petit ami et je me suis arrêté pour faire le plein vers 22h. C'était l'époque où beaucoup de stations-service demandaient de payer à l'avance. Une camionnette blanche s'est arrêtée de l'autre côté de la pompe. Je n'étais pas insensible au danger, mais je me suis dit qu'ils allaient simplement entrer et qu'ils ne faisaient que s'occuper de leurs affaires. J'avais tort. Personne n'est sorti de la camionnette. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je paniquais parce que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. J'ai marché bêtement jusqu'à ma voiture et j'ai vu qu'un homme se tenait juste devant la portière, côté conducteur. J'ai pris une décision rapide. J'ai déverrouillé la porte du côté passager, je me suis glissé à l'intérieur aussi vite que j'ai pu et j'ai enfoncé les serrures au moment même où il essayait d'ouvrir la porte. Il a commencé à crier et je crois que je lui ai écrasé le pied. Ensuite, j'ai eu une petite crise de panique une fois arrivé à la maison.